Bonjour Mickaël, nous sommes le 23 avril 2023. Je vous retrouve après pratiquement un mois d'absence puisque entre le déplacement en France pour le séminaire de formation aux options et puis les interventions de Philippe, ça fait quasiment, je crois, un mois que l'on ne s'est pas vu. Donc je suis très heureux de vous faire cette analyse aujourd'hui, même si vous allez voir que malheureusement, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. D'ailleurs, je vous propose de faire cette analyse en weekly, donc en analysant chaque bougie pour une semaine de cotation, puisque vous verrez qu'en daily, il ne s'est pas passé grand chose, et même en weekly. Vous pouvez d'ailleurs voir sur le S&P 500 que la bougie de la semaine est complètement flat. Donc on a quasiment clôturé au même niveau qu'on a fermé à 2 ou 3 points près. Vous voyez que donc depuis le début de l'année, c'est plus 7,41% d'augmentation sur le S&P 500. Alors pourquoi je vous annonce ça? Parce que simplement, ça me permet de rebondir sur notre performance ici, depuis le début de l'année. Donc nous sommes fin avril, premier quadrimestre. Aujourd'hui, la performance du portefeuille options est de plus 6,65%. Donc on est monté à 72 000 en début du mois d'avril, et puis là, baisse des marchés, baisse de la volatilité, etc. On a reperdu à peu près 2-3 000. Alors vous voyez que on est très loin de la courbe à 45 degrés. Vous voyez qu'on est quand même parti à 64, quasiment 65 000. On est à 69 000, et vous voyez que il y a un petit peu de drawdown de temps en temps, donc on n'est quand même pas non plus à une performance en ligne droite à 45 degrés. On est vraiment très loin des performances de certains escrocs. Petit tips. Voilà, alors je ferme cette parenthèse là. Au niveau du numéraire, parce que le pourcentage c'est bien, mais il faut voir un petit peu l'argent qu'on touche. Donc vous voyez que sur le mois de avril, nous avons fait un petit mois au niveau des gains, puisque on a fait un gain à 815 $. Je crois même que, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais même ouvrir directement celui-ci, ça sera plus simple, voilà, comme ça vous aurez tout. Donc depuis le début de l'année, donc on avait fait un bon mois de janvier à plus de 2000 $. De gains, on a fait à peu près 700 au mois de février, 1300 en mars, et puis là, petit mois à 815 $ pour l'instant. On a commencé à clôturer pas mal de contrats, puisque l'avantage du VIX avec un VIX qui descend, c'est que les primes descendent également très vite. Donc je préfère clôturer certains contrats en ayant engrangé pas mal de gains, et puis récupérer de la marge. Donc c'est pour ça que notamment, vous voyez, sur juin, j'ai déjà fermé pas mal de contrats. Juillet, j'ai déjà fermé 2 contrats sur 5, donc quasiment la moitié de mes positions. Pour l'instant, août, septembre, pas de contrat de fermé, donc tous les contrats sont ouverts. J'ai fermé le seul contrat que j'avais en octobre, en novembre également avec Apple. Voilà, donc là, Apple est bien monté, donc voilà, j'ai pris 50% de la prime et je suis parti, et j'ai récupéré de la marge, donc ça tombe bien. Et puis, au niveau des gains, depuis le début de l'année, on est sur à peu près 6000, on est sur 6600. Alors pourquoi il y a une différence ici? Parce que j'ai pas tout mis, voilà, donc on est à peu près sur un gain. Si je reprends cette colonne là, c'est bien la colonne V, on est sur un gain de 6462 $ depuis le début de l'année, en sachant que si on devait arrêter le trading aujourd'hui, donc en date du 23 avril, avec l'ensemble des contrats qui sont actuellement en cours sur le portefeuille, on irait jusqu'à à peu près 10 600, 10 700 $ de gain, donc il y aurait encore à peu près 4000 à aller chercher si on décide de stopper le trading aujourd'hui. Mais bien sûr, ce n'est pas parce que le VIX est bas que l'on va arrêter l'année. On va attendre qu'il remonte pour pouvoir reprendre des positions. Mais vous voyez que voilà, donc on a un petit peu aussi ici changé un peu nos stratégies. On fait pas que de la vente de put, mais on a fait des covered call pour notamment les valeurs qui sont en portefeuille en termes d'assignation. Donc des cash secure put, des credit call spread, beaucoup de credit call spread on a fait ici avec quasiment des gains à chaque fois. Il n'y a pas de perte sur des crédits assis. Ici on a fait des pertes sur 1, 2, sur 2 credit call spread et puis sur un short strangle, mais sur l'ensemble vous voyez que les positions stratégiques sont quasiment gagnantes à chaque fois. Donc on a un gros taux de réussite malgré ce qu'on peut en dire. Voilà. J'avais envie aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je suis de bonne humeur. Allez, alors au niveau de l'analyse graphique, donc le S&P 500, vous voyez que depuis le mois de mai l'année dernière, donc c'est quasiment un an qu'on est bloqué ici alors on a eu un point bas au mois d'octobre, mais vous voyez qu'on est en gros bloqué entre les 3750 et les 4150, 4200, et ça fait maintenant un an qu'on évolue dans cette zone ici, donc dans ce range.
On a fait donc une petite progression de 7% depuis le début de l'année. Là ici, vous voyez qu'on est sur quasiment à la limite, donc la résistance des 4180, 4200, qui était une zone psychologique au niveau du S&P 500. Vous voyez qu'ici, là on bloque sur cette zone des 4200. Alors va-t-on déborder cette zone pour repartir à la hausse? On est toujours quand même ici, malgré tout, dans un canal qu'on peut qualifier d'haussier, ici à moyen terme, c'est-à-dire à peu près à 6-8 mois. Donc sur du moyen terme, on est haussier. Maintenant, vous voyez qu'on a quand même du mal à sortir de cette zone et voilà, c'est assez compliqué de prendre des positions, puisque notamment au niveau du VIX, vous voyez que là, par contre, on est également dans une zone qui est comprise entre les 17 et les 23. Alors, c'est pas la meilleure zone pour nous pour trader les options, puisque nous, l'objectif, c'est d'avoir un maximum de VIX pour prendre un maximum de primes. Donc, on a nos périodes où on va aller chercher des contrats. C'est sûr qu'actuellement, on est plus dans des stratégies, on va dire, débitrices, où là, on va aller acheter des contrats, aussi bien des contrats call, peut-être que des contrats put aussi, pour se protéger notamment, ou des contrats call pour jouer une potentielle hausse à court terme du marché. Mais vous voyez que pour l'instant, la zone n'est pas très active pour nous en tant que vendeurs de volatilité, ce qui explique, vous avez vu que sur les mois de septembre, octobre, novembre et décembre, il y a 1 voire 0 contrat sur ces mois-là. Donc j'espère qu'on va avoir un petit peu de volatilité à très court terme pour qu'on puisse remplir nos mois d'échéance et puis les remplir avec des primes pour pouvoir espérer aller chercher, je ne sais pas moi, 12, 13, 14, peut-être 15 000 $ de performance cette année, sur cette année 2023. Donc au niveau du S&P 500, on a été faire un petit tour. Au niveau du Dow Jones, donc toujours en weekly, donc je pense que je vais rester en weekly pour l'ensemble de cette analyse, parce que vous voyez que là il se passe pas grand chose. Là au niveau du Dow Jones, c'est pareil, on est bloqué maintenant depuis le début novembre. On est bloqué ici entre les 32 500 et les 33 800. Alors ça fait pas énorme quand même, et vous voyez que cette semaine, il s'est rien passé. Donc voilà, donc assez compliqué d'aller chercher de la performance. Au niveau du QQQ, là ça fait 3 semaines qu'il se passe absolument rien. Donc là on était bien sorti de cette petite zone ici de congestion. On est sorti par le haut, mais vous voyez que là depuis 3 semaines, il ne se passe rien. On a fait un point haut à 320 $ et ça fait 3 semaines qu'on est entre 320 et 310. Voilà, il ne se passe absolument rien. Au niveau du Russell 2000, là, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais étendre la zone de congestion parce que on est encore dedans et en plus là, on est quasiment à la moitié. Alors là, petit point négatif, on est en dessous des moyennes mobiles. En plus, on a ici la 50 qui a croisé la 200 à la baisse. Alors, en long terme, c'est pas super. Alors, si on va faire un petit tour du côté du daily, et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Qu'on est également toujours sous les moyennes mobiles et que là également, sur le Russell 2000, la 50 vient croiser ici la 200 à la baisse. C'est pas une super bonne nouvelle. Alors ça peut très vite remonter si on reste stagnant ici. Au niveau du cours, la courbe bleue va s'affaisser tranquillement et puis peut-être stabiliser, repartir à la hausse si le cours devait remonter. Mais voilà, à l'instant T où je vous parle, pour l'instant, on croise la 200 à la baisse et c'est jamais une bonne nouvelle. Je repasse en weekly. Au niveau du gold, belle performance du gold depuis le mois d'octobre, donc il est quand même passé ici de 150 à quasiment, donc on a un petit pic à 190 et là on est autour des 185, donc belle performance au niveau du gold. Que va-t-il se passer? Écoutez, je sais pas, parce que là vous voyez que ici on a quand même une zone de résistance relativement importante, on va dire à peu près à ce niveau-là, voilà. On n'est pas à 1 ou 2 $ près, mais voilà, on a une ligne de tendance, résistance. Donc il faudrait casser ici la zone des 190 à mon avis en clôture pour commencer, voir ici 190 en clôture pour commencer à être vraiment haussier sur le gold. Là il se peut qu'on latéralise encore un peu. Donc voilà, donc grosse attente sur les marchés. C'est pas le meilleur moment pour être très franc sur les marchés puisque il se passe pas grand chose et on s'embête un petit peu. Au niveau du SLV. Donc là on avait une petite hausse depuis début mars, on était passé de 18 à 23 $, donc belle hausse sur le SLV, et puis là on est toujours sur des niveaux, voilà, sur les niveaux des 24, 25, c'est assez compliqué de dépasser entre les 24 et les 26, donc là à surveiller, il faudrait, voilà, pareil, toujours dépasser donc l'ancien plus haut historique, enfin pas historique mais l'ancien plus haut de court terme, pardon, pour pouvoir repartir sur une tendance haussière, confirmée. Pour l'instant, on n'est pas sur un trend dossier bien établi puisqu'on a encore la 50 ici qui est sous la 200, même si on passe en daily.
En daily, par contre, en daily, on est sur un... Et non, on n'est pas sur un balayage haussier, puisqu'on a le cours qui est sous la 10 jours ici. Donc on a bien la 200, on a bien la 50, mais malheureusement, le cours est revenu sous la 10 jours. Donc on n'est pas pour l'instant sur ce qu'on appelle un balayage haussier, mais plutôt une tendance haussière de très court terme. Sur du moyen terme, c'est un petit peu plus compliqué. Donc je vais repasser en weekly, pour repasser sur du XLV. Alors, au niveau de la roue sectorielle, voilà, vous voyez que là, on est dans les mêmes cas de figure. On est dans un range depuis le mois de fin juillet l'année dernière à peu près. Moi, c'est ça, août, ouais, juillet, août. On est sur un range maintenant coincé entre les 124 et les 134. Et là, on est 143. Donc, on est vraiment en plein milieu du gué. Donc là, ça peut continuer de monter pour aller chercher les 143 ou ça peut repartir à la baisse. Donc là, que faire en ce moment? Alors je sais qu'il y a quelques valeurs quand même qui performent pas trop mal. On a MRK qui a pas mal superformé dernièrement. Donc au niveau du healthcare, à essayer d'aller attraper des valeurs qui superforment l'indice de référence, donc XLV, et puis voir celles qui s'en sortent le mieux. Je sais que par exemple MRK s'en sort mieux que GSK. Donc si vous vouliez aller sur le marché des healthcare, peut-être mettre des billes sur plutôt MRK que sur GSK. Après, c'est vous faites votre analyse, mais moi c'est ce que je ferai à titre personnel, en sachant que je ne suis pas un conseiller financier. Pas encore. Alors, XLP, le domaine des consumer staples. Là, toujours la même chose. On est dans un range depuis maintenant le mois d'avril l'année dernière. On est coincé entre les 68 et les 78. Ça monte, ça descend. On est un peu plus proche effectivement de la zone haute que de la zone basse. Mais vous voyez, pour l'instant, rien de transcendant. Donc, assez compliqué d'aller chercher de la performance dans ce type de secteur. XLU, le domaine des utilities. Donc là, on pourrait effectivement... alors, j'ai pas dessiné de range, mais vous voyez qu'il se présente quand même assez bien à vous sur du long terme. Vous voyez ici. Donc on a une bonne zone de résistance entre les 70 et 72 qu'on a du mal à dépasser. On avait un joli canal haussier moyen terme. On était sorti de ce canal haussier, on tente de retourner dans ce canal haussier, mais bon, voilà, pour l'instant, Utilities, pareil, pas grand chose à faire. On s'ennuie en ce moment sur les marchés. D'ailleurs, si vous avez vu les étiquettes que j'avais fait pour les deux dernières analyses de Philippe, j'ai repris à peu près la même thématique. C'est franchement, excusez-moi l'expression, mais oui, on s'emmerde sur les marchés en ce moment. XLF, le domaine financier, qui a bien rebondi depuis maintenant à peu près un mois et demi. On tente ici donc de repasser au-dessus de la 200. On va tenter de repasser au-dessus de la 50 semaines. Je suis toujours en semaine, en weekly sur l'analyse. Donc là, ça serait bien d'aller chercher les 36. On est à 33. Donc en gros, il y a à peu près 10% de hausse supplémentaire. Ça fait quand même sur un indice une hausse importante. Mais voilà, si on devait dépasser les 35, 50, 36, on pourrait espérer repartir dans une configuration un petit peu plus haussière. Le domaine financier est très très regardé aujourd'hui par l'État américain, puisque on ne veut pas de risque bancaire, donc on fait tout ce qu'il faut pour éviter ça. Donc il y aura peut-être possibilité au niveau des bancaires de revoir un petit peu de création de valeur, mais à surveiller. Pour l'instant, à mon avis, pas grand chose à faire. Là c'est pareil, on est au milieu de la zone de range. Il faut attendre d'avoir une confirmation, à moins si vous voulez faire du casino, mais là, à ce moment-là, autant aller directement au casino. Vous misez sur le rouge ou le noir, vous aurez une chance sur deux. Là, c'est à peu près ce qui va se passer si vous souhaitez miser sur XLF, sur l'indicateur. Maintenant, rien ne vous empêche, comme d'habitude, d'aller chercher des valeurs qui composent XLF et de voir celles qui s'en sortent le mieux. Puis pourquoi pas, si vous pensez qu'XLF, que le domaine bancaire va monter, autant essayer de mettre votre argent sur un challenger, plutôt que sur un outsider. Voilà. XLK, le domaine technologique. Donc là, toujours en semaine, vous voyez que depuis 4 semaines, il ne se passe rien. On est quasiment sur les mêmes niveaux depuis maintenant à peu près un mois. Donc assez compliqué également d'aller chercher de la performance sur le domaine technologique. Alors c'est comme d'habitude, vous avez toujours des valeurs qui vont s'en sortir mieux que d'autres. Mais pour l'instant, vous voyez qu'il ne se passe rien. Donc on arrive dans la semaine des résultats. Là, cette semaine, ça a commencé. Mais là, on va avoir des grosses boîtes de la cote qui vont donner leurs résultats. Donc prendre position aujourd'hui, non, parce qu'il faut atteindre des résultats, et puis après, en fonction des résultats, on verra ce qu'il est possible de faire pour aller voir les sociétés qui tirent leur épingle du jeu, puis pourquoi pas essayer d'aller soit rentrer dessus avec des achats de call, ou si le VIX remonte un petit peu parce que la période de résultats est un petit peu bousculée, pourquoi pas essayer d'aller vendre des puts aussi. Ça peut être une solution, mais pas aujourd'hui. Alors, XLB, le domaine des materials.
Voilà, on n'arrive pas à dépasser toujours la zone ici de résistance des 87-88, on est à 80, donc ce qui reste à peu près quand même 10% de performance à aller chercher, pas de performance, mais d'augmentation avant de sortir de cette zone ici comprise entre les, on va dire entre les 70 et les 80-90. Pour l'instant, au niveau du secteur des materials, bah, moi je fais rien non plus, donc bah, je vais passer. XLY, le domaine des Consumer Discretionary, donc là on avait quand même cassé la tendance baissière depuis maintenant le début de l'année. Bon, même si on était retesté ici, donc cette ligne de tendance résistance qui a servi de support, donc il a bien joué son rôle. Mais là, vous voyez que maintenant, bah, depuis pareil, à peu près un mois et demi, bah, il ne se passe pas grand-chose. Donc on navigue entre les 135, 145, assez compliqué. Donc pour l'instant, ben voilà, je passe mon chemin également sur XLY. Je suis désolé, j'ai pas de super bonnes nouvelles à vous annoncer, mais parfois la patience fait aussi partie du trading. Il faut savoir attendre les bonnes opportunités et ne pas vouloir trader absolument. Ça fait aussi partie du trading d'attendre, de se dire bah voilà, ça fait un mois, 2 mois, je fais rien. Là pour l'instant, moi depuis 2 mois, je ne fais que quasiment clôturer mes contrats. Et puis je me récupère de la marge. Et puis le jour où le marché me donnera des opportunités, et j'aurai du cash, j'aurai de la marge pour pouvoir aller chercher de la performance. Au niveau de XLI, le domaine industriel est là depuis le mois de octobre, novembre à peu près. Ouais, novembre, début novembre, on est coincé ici entre les 97 et les 103, ouais, donc il y a 10% de range, et là on n'en sort pas, donc bon, on n'est pas baissier, on n'est pas haussier, on est dans un range, ça bouge pas, il n'y a pas grand chose à faire, c'est assez compliqué. XLE, le domaine énergétique. Alors là, ça a bougé un petit peu quand même au niveau du domaine énergétique. On a eu notamment avec le pétrole qui avait fortement baissé, enfin fortement, qui était passé, bon, on peut aller voir ça tout de suite, hein, voilà, hop, on va aller passer sur le pétrole, voilà. Le pétrole qui était passé donc quasiment des 80, 85, on était descendu quasiment à 64. Là, on est remonté autour des 85. Bon, on a baissé à 77 cette semaine, mais voilà, on a eu quand même une hausse importante des 65 quasiment à 80, 83, 84 $. Donc, ce qui explique effectivement ici cette remontée de XLE entre début mars et ici donc la mi-avril, et là pour l'instant ça stagne, ça fait 3 semaines mais il se passe rien. Bon, je ne crois pas, non, on n'a pas pris de position sur le domaine énergétique, mais je crois que par contre que les contrats qu'on a en cours, eux aussi commencent à perdre pas mal de valeur, donc je pense qu'il va y avoir des contrats qui vont se fermer tranquillement là dans les jours, dans les semaines à venir. Tranquillement les contrats vont se racheter tout doucement, et puis on va récupérer de la marge comme d'habitude. Alors qu'est-ce que je peux vous donner comme information? Là on était voir ça, donc alors au niveau, donc ça c'était les home builders, donc j'avais parié un peu à la baisse sur les home builders, donc on est sorti de la stratégie en gain, mais vous voyez que pour l'instant, donc je suis assez surpris que ça reparte à la hausse, puisque le prix de l'immobilier commence à baisser. On commence à voir, notamment sur Phoenix ici, on commence à voir des maisons où on a des cut price, c'est-à-dire que les prix baissent, alors pas grand chose, hein. Sur une maison à 680 000 $, ils baissent de 15 20 000 $, mais bon, c'est toujours une baisse, alors que avant, les maisons se vendaient plus cher que le prix de vente, puisque les gens voulaient absolument acheter. Là, on commence à avoir des maisons qui restent un petit peu plus longtemps sur le marché, et puis qui commencent à avoir des petites baisses, 10, 15, 20 000 $ de temps en temps. Bon, c'est toujours ça de gagner, mais au niveau donc des home builders, on sent bien que, donc là, les constructeurs, je ne parle pas du real estate qu'on verra après, mais au niveau des home builders, c'est clair que les maisons vont se vendre un petit peu moins cher, puisque le marché a quand même une tendance à la baisse, certes modérée, mais quand même une tendance à la baisse, mais malgré tout, XHB, donc le builders repart à la hausse. Alors bien sûr, on n'a pas dépassé ici cette ligne des 72 qui pourrait nous confirmer vraiment un gros élan haussier, mais voilà, enfin à surveiller. IYR, donc justement le real estate, vous voyez que lui est un peu à l'inverse, et lui je pense à mon avis est un peu plus proche de la réalité du terrain, puisque là on est baissier et ça ne m'étonne pas, puisque au niveau des ventes de maisons, alors même s'il y a toujours une activité soutenue, alors bizarrement nous sur Phoenix aujourd'hui, j'ai discuté avec 2-3 real estate, et aujourd'hui bizarrement ce sont les maisons, donc les grosses maisons supérieures à 3-4 millions de $, qui se vendent très bien. Alors, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'explication, mais c'est très grosse maison. Alors, on a des maisons à 10, 15, 20 millions de $ ici à Phoenix, hein, surtout à Paradise Valley où on n'est pas très loin d'ici. Il y a vraiment de superbes maisons. Là, il faut vraiment sortir le gros chéquier. Mais sur les maisons, entre 3 et 5 millions, apparemment en ce moment, il y a un engouement. Ça paye quasiment cash, ces grosses maisons. Donc, on a vraiment beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont prêts à investir dans ces grosses maisons. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a peut-être quelque chose qui se trame. Je n'en ai pas d'explication. Mais au niveau du secteur donc des real estate, vous voyez qu'on est quand même plutôt quand même sur une tendance baissière, et à titre personnel, c'est juste un avis qui vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire rien.
je pense que le marché du real estate va continuer de plonger dans les mois qui viennent, et peut-être voire même les années, mais je pense qu'on est peut-être sur un retournement de tendance moyen-long terme. XRT, le domaine du retail, vous voyez que là on est bloqué dans cette zone entre les 57 et les 76. On va me dire, bah oui mais Michael, ça fait quand même 32% de range. Oui effectivement, si vous achetez en bas du range et que vous vendez en haut du range, vous avez gagné 32%, on est bien d'accord. Maintenant c'est quand même assez aléatoire, il n'y a pas de tendance bien définie. Effectivement ça monte, ça descend. Et si vous aviez acheté ici et que vous vous revendiez ici, bah là vous avez perdu quand même pas mal. Donc bon, est-ce qu'il faut rentrer sur le domaine du retail ? À mon avis, c'est pas le meilleur secteur. D'ailleurs, je n'y suis pas et je pense pas y être avant quelques temps, sauf si je devais être baissier sur le secteur du retail. SMH, secteur suivi par Philippe avec beaucoup d'attention. Donc les semi-conducteurs. Ici, toujours sur une tendance haussière depuis maintenant 6-7 mois. Voilà, donc ben, peut-être que si on revenait vers les 245, 243, il y aurait peut-être quelque chose à faire sur SMH. Je vous laisse le juge après avoir fait votre analyse personnelle, mais voilà, il y a peut-être quelque chose à surveiller. S'il y avait un secteur à surveiller, je surveillerais celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut aller voir ici? On va aller voir donc les sociétés. Voilà, ici donc ce sont les sociétés du Nasdaq qui ont leur cours supérieur à la moyenne mobile à 200 jours, enfin là à 200 semaines, mais on peut aller voir ici sur la 200 jours. Non, c'est 200 jours, excusez-moi, donc je peux rester en weekly, voilà. Donc on voit bien ici que la tendance est quand même plutôt haussière, donc on a aujourd'hui à peu près plus de 70% des sociétés qui composent le Nasdaq 100, donc on a 70 sociétés du Nasdaq 100 qui ont leur moyenne mobile, le prix, je vais y arriver, excusez-moi, je reprends, blablabla. Alors vous avez 70 sociétés aujourd'hui du Nasdaq 100 qui ont leur cours qui est supérieur à la moyenne 200 jours. J'y suis arrivé. Voilà, donc au niveau du Nasdaq, on est quand même plutôt haussier, même si on a vu que depuis maintenant 2-3 semaines, il ne se passait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut aller voir également? Les valeurs du S&P 500. Donc là, sur le S&P 500, c'est un peu plus contrasté, puisque vous voyez que là, on est quasiment moitié-moitié. 56% des sociétés qui composent le S&P 500 ont leur cours qui est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Donc on est quasiment moite-moite, on est sur du 44-56, presque sur du 50-50. Donc vous voyez qu'aujourd'hui il n'y a pas de consensus soit vraiment baissier, ou là on était sur une zone vraiment baissière, on avait vraiment beaucoup de sociétés qui avaient leur prix en dessous de la moyenne mobile, 200 jours, c'est remonté pas mal et là on est au milieu. Donc pas de tendance affirmée, comme malheureusement je viens de vous le montrer sur l'ensemble des secteurs. Donc pas grand chose à faire, si ce n'est attendre. Alors c'est un petit peu ennuyeux, boring, comme j'avais mis sur la dernière étiquette, mais c'est vrai que c'est ennuyeux. Comme je me répète, ça fait partie du trading. Écoutez, ça nous fait des vacances avant les vacances, et puis nous on fait nos devoirs, on prévoit nos listes, on travaille, on fait un petit travail de fond, on regarde les sociétés qui pourraient être intéressantes si demain le marché nous donnait des opportunités. Et puis quand vous avez les bonnes opportunités, et vous rentrez sur le marché, tout simplement. La performance, on calcule les gains le 31 décembre, pas le 23 avril. Donc on a encore 6-7 mois, un peu plus maintenant, avril, 8 mois, pardon, on a 7-8 mois pour encore faire de la performance. Donc voilà, il n'y a pas le feu, on a le temps. Pour l'instant, on a déjà quand même fait, on est quasiment à la même performance que le S&P 500, ce qui est quand même pas mal, même si on est un petit peu en dessous. Mais j'ai bon espoir d'aller chercher de la performance sur les mois qui viennent. On aura de toute façon des excès au niveau du VIX qui nous permettront de prendre des positions. Je n'ai aucun doute là-dessus. Simplement, patience. J'ai pas d'autre mot pour l'instant. Voilà. Donc sur ce, soyez quand même très prudents sur les marchés financiers. Trade safe. À bientôt. Ciao, bye bye.